Le seul moment où j'étais heureuse et où je savais que je faisais quelque chose de ma journée, c'est le moment où je me préparais pour aller à l'école. Où je me maquillais, je me faisais mes cheveux. Et donc, à l'époque, j'avais proposé 15 000 $ pour le maquillage. Donc, par exemple, je dis une blague au travail, personne ne va rigoler parce que personne ne comprend. J'ai tout perdu. Il faudrait mettre comment on appelle ça, un red flag sur moi. Celle-là, elle va pas rester dans votre entreprise. Aujourd'hui, dans Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Priska. Priska, bonjour et bienvenue dans Storytown. Bonjour, merci. Même question généralement quand je commence les épisodes, c'est est-ce que tu peux te présenter, ça nous permet d'avoir une petite mise en contexte un petit peu, et puis ensuite après on va dérouler, on va parler de tes expériences, de ta vie quand tu es à Mada, maintenant tu es à l'étranger, on va parler de tes activités, etc. D'accord, je m'appelle Priska. Les gens me connaissent par le nom de Priska Michel. Je suis maquilleuse et formatrice et aussi un petit peu photographe, mais ça j'ai arrêté. Je crée aussi du contenu sur Instagram surtout et aussi un petit peu TikTok. Je suis basée à Dubaï, mais pour l'instant je suis à Madagascar. Ça fait 3 mois que je suis ici et je repars le 2 janvier. Ok. Alors, peut-être on va essayer de faire un petit rétro-pédalage, on va dire, par rapport à ta vie. Genre, tu as des frères et sœurs, que tu as grandi dans quel genre d'environnement pour ensuite arriver à cette passion, parce que j'imagine que c'est une passion quand même, du coup, le maquillage avant tout. D'accord. Ouais. Alors, moi, j'ai grandi... si je reprends vraiment vers mon enfance, j'ai grandi à Anjan, Maine, dans une petite maison modeste. Je me rappelle qu'on n'avait pas vraiment Enfin, on ne manquait de rien, mais on n'avait pas non plus beaucoup. Mon père, à l'époque, il était videur à l'INRA. Okay. Ma mère, c'était une femme, une mère au foyer, mais très entrepreneur dans la tête. Elle n'a pas fait de grandes études, mais elle a ce truc d'entrepreneuriat. Mais à la business, mais pas en mode... Et donc, à l'époque, du coup, on habitait dans cette petite maison, mais ma mère a eu l'idée de commencer à construire, à acheter des terrains et à construire. Et une fois qu'elle a construit sa deuxième maison, elle a décidé de vendre la première et du coup, on a déménagé dans la seconde maison. Et depuis ce moment-là, on a commencé à faire ça tous les ans, on changeait de maison. Et du coup, nous, on changeait d'école tout le temps. J'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Par rapport à mon parcours, je pense que jusqu'à mes 19 ans, mes parents avaient quand même les moyens, on va dire, grâce à ce qu'ils faisaient. Mon père, éventuellement, il est devenu gérant. Mais à un moment donné, la vie a fait que ils ont perdu, notre niveau de vie a dégradé. Et du coup... je pouvais plus trop... j'étais à l'ISCAM. Je pense pas qu'il y avait vraiment de problème pour payer les collages ou quoi, mais ça venait de moi. À un moment donné, je me suis dit, mais ça sert à rien que je sois ici. Je me vois même pas travailler dans un bureau. Du coup, j'ai arrêté, comme mon grand frère d'ailleurs. Il a arrêté, il était à l'ISCAM aussi, il a arrêté. Moi aussi, après 1 an, j'ai arrêté. Et j'ai décidé de faire des études même pas cosmétologie. Je suis allée à l'IPAC, c'est comment on appelle ça, une institut de beauté et aussi d'enseignement sur tout ce qui est beauté, coiffure, onglerie. Et donc, quand j'étais là-bas, j'ai aussi compris qu'ils allaient rien m'apporter parce que c'était des techniques très très vieilles. Donc, j'ai vite arrêté. Et de là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait? Mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. J'avais 18 ans à l'époque. Et je me suis juste dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait l'ITP. Donc, j'ai appris la langue anglaise à l'ITP, mais je pratiquais pas tant que ça. Et après ça, en fait,
je m'ennuyais tellement que j'ai commencé à juste faire des petites vidéos enfin des petites photos sur Facebook. Mes amis m'ont conseillé de commencer à poster le maquillage que je faisais. Donc j'ai commencé à poster et par hasard quelqu'un a commenté prix Azafad. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quoi le prix de ce que je fournis en fait, c'est quoi? Je savais même pas que les gens pouvaient payer pour du maquillage. Et d'ailleurs, j'avais pas tant de maquillage que ça. Et donc à l'époque, j'avais proposé 15 000 ARR pour le maquillage. Et bon, j'ai commencé comme ça. J'avais juste un tote bag avec moi. J'ai volé du maquillage à ma mère, pardon maman. Je partais en bus pour aller maquiller les femmes, mes clientes. Et puis après 1 an, ça a commencé à grandir. Je me suis acheté ma mallette, j'ai investi dans du maquillage, et j'ai commencé à avoir plein de clientes, de bouche en oreille. Waouh, ok, incroyable. D'accord. Mais je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant, où tu savais déjà que tu voulais pas bosser dans un bureau, sans forcément savoir ce que tu voulais faire plus tard. C'était ça. Ok, d'accord. Mais c'est quoi dans le fait de bosser dans un bureau qui te plaisait pas en fait Bah déjà, je pense que ça vient de mes parents, ma mère qui n'avait pas forcément de travail fixe. Mon père, lui, non plus, il n'a pas fait de grandes études ou quoi. Ça, en fait, par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai toujours su que en fait, c'est pas en travaillant pour quelqu'un que je vais vraiment être épanouie en tant que personne. Et à l'époque, quand j'ai fait l'ISCAM, je me suis dit c'est juste le cours normal de la vie. En fait, après le lycée, tu vas à l'université et c'est tout. Mais je me suis rendu compte que à l'école, en fait, je faisais rien. Le seul moment où j'étais heureuse et où je savais que je faisais quelque chose de ma journée, c'est le moment où je me préparais pour aller à l'école, où je me maquillais, je me faisais mes cheveux. Mais à l'école, une fois à l'école, je me dis mais pourquoi j'apprends tout ça? Ça me servira à quoi? D'accord. Et même si je graduate, même si c'est quoi? Ouais, t'as ton diplôme quoi. Ouais, même si j'ai mon diplôme, est-ce que je voudrais travailler et escalader cette échelle-là de la vie professionnelle? Je voulais pas vraiment faire ça. Je savais que je voulais pas m'asseoir sur un bureau et travailler pour quelqu'un. D'accord. Et donc là, je reviens maintenant sur la partie où on te demande le prix. D'accord. Je pense, dans la vie, quand on est à son compte, quand on lance un business, la première expérience qu'on a, quand quelqu'un nous demande c'est quoi ton prix, elle est généralement difficile parce que on n'a pas de référence, on sait pas... entre guillemets, on sait pas vraiment ce qu'on vaut, on va dire d'une certaine manière. Donc c'est un peu difficile. Toi, c'était quoi, on va te dire, la réflexion que tu as eue pour te dire, ok, bah 15 000 arrière, c'est ce que je vais d'abord demander. Alors, je pense qu'à l'époque, je pensais pas vraiment aux bénéfices. Je pensais juste, je démarre. Peu importe ce qu'ils me donnent, tant que je peux payer le bus, ça me va. Mon maquillage, c'est même pas du maquillage très cher, ça vient de ma mère. Et puis, ça me permettrait au moins de prendre des photos et de poster sur ma page Facebook, ce qui était le plus important pour moi. J'avais pas de loyer à payer, je vivais chez mes parents. Donc, pour moi, en fait, l'argent ou même charger une somme à une cliente, c'était pas forcément l'attente que j'avais de ce business-là que je viens de commencer. Je savais même pas à l'époque que c'était un business. Okay. Ouais. Mais et genre après, quand peut-être à quel moment tu t'es dit, ok, là, je commence à avoir un truc sérieux, tu vois, genre c'est pas un hobby, là, c'est vraiment je le fais pour de vrai, je m'y engage à fond. Est-ce que tu savais déjà day one, dès le début, que c'était ça, ou est-ce que c'est après, je sais pas, peut-être par exemple une quinzaine de prestats que tu t'es dit, ok, là... Alors, je m'en rappelle pas très bien, mais je sais que c'est vite monté, en fait. À l'époque... je sais pas, peut-être que j'avais quand je venais de lancer, et ça en fait le truc c'est que depuis le début je savais c'était pas Canva à l'époque, j'avais une application, je me rappelle plus du nom, mais une application Android, je me rappelle pas, mais je savais faire des visuels dessus, et je faisais ça, et je pense que le petit marketing que j'avais marchait quand même. J'ai commencé très vite à avoir des clientes, et plus la demande augmentait, en fait, plus je me suis dit, j'ai de la valeur à apporter à ces gens, en fait. Donc, la valeur, ça se paye. J'ai compris ça. Maintenant, je suis très mindful about it. Mais à l'époque, je savais pas trop ce que je faisais, mais je savais juste que si les gens le demandent, eh ben, il faut que j'augmente mes prix et que j'établisse quelque chose de réel.
et justement, cette partie, tu vois, j'en parle, hein, parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le business et qui ont justement du mal avec cet aspect pricing et sur le fait de, c'est ce qui est intéressant dans la discussion, tu vois, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, tu vois, tu donnes des chiffres, tu vois, et tu mets des chiffres sur des mots et des actions, tu vois, et pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est beaucoup plus relatable. Enfin, les gens, ils arrivent à accrocher avec ce qu'on dit parce que ils le vivent. Et donc, ma question, c'est, tu commences à 15 000 et tes prix, tu les augmentes comment et tous les quand? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que tu le fais en fonction de, par exemple, si tu sais que, bon, bah, c'est un mariage et donc, c'est comme ça que je vais facturer, ou c'est quoi un peu le petit process que tu t'es mis en place? D'accord. En fait, c'était un process naturel, je pense, de 15 000. Tu gardes quoi avec ça? 10 000. Je commençais à acheter du maquillage, du coup, ça revenait plus cher. Je pense que de 15 000, je suis passée à 30 000 très rapidement. Je me rappelle que ma toute première mariée, parce qu'il faut savoir que dans le monde du maquillage, les prestations, c'est-à-dire si la personne vient chez toi et que tu la maquilles sur place, c'est moins cher, mais si tu te déplaces, c'est plus cher. Et encore plus cher si c'est une mariée. Beaucoup de personnes me demandent ça d'ailleurs, pourquoi c'est plus cher pour les mariés? Eh ben, tout simplement parce que c'est pas forcément, la technique, elle change bien sûr parce qu'il faut que le maquillage tienne, mais c'est surtout le stress, en fait. Une mariée, elle va être stressée. Déjà, elle va te demander de venir à 5 heures du matin. Il y aura des photographes et des vidéastes partout. Tu peux refaire le geste. C'est ça, en fait, c'est tout ce stress, en fait, qui fait que la mariée, elle va payer plus cher. Donc, à l'époque, moi, je savais pas tout ça. Donc, je chargeais 40 000 € pour faire maquillage d'une mariée. Et après, j'ai appris en dernière minute que c'était, je crois, un PEF. Et la mariée m'a dit, mais non, t'inquiète pas, on viendra te récupérer. Et du coup, je me suis dit, et t'inquiète pas, t'es invité aussi, tu peux rester la journée, on te déposera plus tard. Donc, je me suis dit, je vais ici pour 40 000 €. Et là, en fait, je me suis rendu compte que on a besoin de moi, mais je ne charge pas autant qu'il le faudrait. Donc, petit à petit, j'ai augmenté. Ok. Mais est-ce que quand t'as augmenté tes prix, tu regardais un petit peu ce que les autres faisaient? Tu sais, genre, tu te dis, ah, tiens, par rapport à ce qu'elle fait, on dirait que bon, elle est là depuis peut-être 3 ans dans le business. Allez, je vais mettre comme ça. Ou est-ce que t'as pas regardé, tu te dis, moi, c'est mon truc et Bah, c'est ça, justement, le souci, c'est parce que je fais partie de celles qui ont commencé. Aujourd'hui, tu peux avoir plein de make-up artistes, mais je fais partie de celles qui ont commencé. Je pense qu'avant moi, il y avait Rebecca Camara. Je faisais pas forcément de l'espionnage industriel, mais c'est mes clientes, du coup, qui me faisaient des petites remarques, genre, ah, tu es très douée, pourquoi tes prix sont aussi bas? Ah, tes prix sont trop bas, tu devrais augmenter tes prix, ce genre de commentaires. Et à un moment donné, je demande aux clientes, mais vous payez combien, en fait, quand vous faites vos prestations? Et elles me disent, à l'époque, je pense, c'était 70 minimum. Donc, à côté de 30 000, c'est quand même le double. Donc, je me suis dit, OK, 70. Et petit à petit aussi, j'ai commencé à rentabiliser un peu plus parce que au lieu de partir en taxi ou en bus, déjà le bus, ça te fait perdre ton temps, je me suis pris une petite moto. Donc, je conduisais la moto. Je gagnais du temps et je pouvais prendre plus de clientes dans la journée. Ok. Est-ce que t'as pas eu peur? Parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont un problème avec le fait d'augmenter leur prix. C'est qu'ils se disent, ah ouais, mais si j'augmente mon prix, je risque de perdre des clients. Tu vois, tu penses quoi de ça, de cette manière de penser? Au début, j'étais parmi ces personnes-là, peut-être pendant longtemps, même pendant 5 ans depuis le début de ma carrière. Mais au fur et à mesure que tu grandis, en fait, tu te rends compte que tu essaies d'atteindre en fait le type de clientèle qui peut payer pour le service que tu peux donner. Donc, à partir de ce moment-là où tu te dis, ah, moi, je veux pas tout le monde, en fait. Je veux juste sélectionner une quantité de clientèle qui sait que je mérite cette somme-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, ah, tiens, c'est trop cher. Ah non, mais pour cette personne-là, c'est moins cher. Pourquoi pour toi, c'est aussi cher? Eh ben, tu te dis, tout simplement, bah, cette personne-là, elle est pas pour moi. T'essaies même pas de lui expliquer, mais tu lui dis juste, ok, bah. J'essaie pas de dire, ah non, mais mon prix est déjà, non. Au début, oui, mais très vite, j'ai commencé à dire, ah, bah, excusez-moi, mais mes produits sont de qualité. Je le fais toujours de manière très polie, mais mes produits sont de qualité. Le service fourni est différent, blablabla. Et puis, quand tu construis cette base de clientèle, en fait, on dirait que tu attires la même qualité de clientèle.
C'est-à-dire que les autres qui discutent le prix ne vont plus venir parce que déjà la qualité de tes photos sont tellement bien que déjà les gens en fait quand ils vont scroller sur ton Instagram ils se disent ah bah si la qualité des photos est comme ça c'est que c'est cher déjà, je vais même plus aller demander le prix. Je vais pas discuter le prix parce que la qualité de la clientèle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une barrière psychologique directe en fait quoi, qui se met en place quoi. Et c'est naturel, ça vient naturellement. OK. Et quand justement par exemple tu commences donc à développer ton affaire, donc tu t'as acheté une petite moto, etc. Est-ce que en tête tu as déjà, on va dire un certain objectif qui est fixé, genre tu te dis je veux faire ça ou je veux faire tant ou je veux collab avec telle personne et je vais tout faire pour arriver à là, ou est-ce que on va dire tu es un peu plus au feeling, tu vois, genre on verra où est-ce que ça m'emmène. D'accord. La personne que je suis aujourd'hui, je pense, aurait pensé différemment. Mais moi, à l'époque, c'était pas ça. C'était juste au feeling. Si quelqu'un m'invite par exemple, Telma m'avait invité à venir enseigner à leurs employés femmes à se maquiller. C'était un grand atelier. Wow, et je prends juste, je me dis, c'est une opportunité. Ça vient comme ça. C'est pas parce que je suis spéciale ou quoi. J'ai pas vraiment eu ce truc dans la tête où je me dis, il faut que je marche vers ce chemin-là et à un moment donné, j'arriverai là. J'allais juste au feeling. Et pour préciser, la moto, c'était pas la mienne, c'était celle de mon ex, au cas où il est... Ah, OK. Oui, c'était celle de mon ex. Bon, là où il m'a prêté. On te dit merci. Il m'a prêté sa moto pour du coup faire mes prestations. Okay. Mais oui, je me suis pas dit à un moment donné, je serai ça, la Prisca que je suis aujourd'hui. J'enseignerai, je ferai ça. Je me suis juste dit, je ferai des petits mariages de temps en temps. Et à un moment donné, je vais me marier, je vais avoir des enfants, mais peut-être que je vais arrêter. J'avais pas vraiment cette image-là de ce que je suis aujourd'hui. C'était en quelle année que t'as lancé vraiment ton activité déjà? 2017. 17? Ah oui, ok, d'accord. Et 2017, donc, c'est quoi? Tu fais que ça comme activité? C'est vraiment ton activité principale ou est-ce que t'as plusieurs side business? Parce que je sais que quand on se lance aussi, des fois, parce qu'on a peut-être du mal on se dit que bon, voilà, pour avoir plus de revenus, tu vois, je fais peut-être d'autres trucs un peu à gauche, tu vois. Ou est-ce que c'est vraiment ça ton... C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent de ça. C'est-à-dire que moi aussi, au début, je suis passée par là. Au lieu de me concentrer sur le maquillage, je me suis dit, comme tout le monde, je vais toucher un peu à l'onglerie, aux cheveux, faire plein de choses. J'ai tout fait. Je suis passée partout. Donc tout ça, les ongles, les cheveux, les sourcils, les cils, j'ai tout fait. Mais aussi ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, quand je me focus sur une seule activité, les gens me reconnaissent pour ça. Il y a pas de Prisca, celle qui fait les ongles, les cheveux et les... Il y a pas de ça. Les gens, ils se disent maquillage, il faut que j'appelle Prisca. C'est comme rentrer dans un restaurant et il y a trop de choses sur le menu, tu sais plus quoi prendre. C'est ça. Et c'est justement toute l'importance du branding d'une personne, c'est que effectivement qu'on dise maquillage, on pense toujours à Prisca, et quand on dit Prisca, on pense tout de suite à maquillage. Tu vois, c'est ça la force aussi du branding, et d'être focus sur un seul truc, comme tu dis, tu vois, et pas être multi et en plus c'est difficile d'être... C'est comment ça me fait marrer, genre je vois des enseignes ou des business qui disent moi je suis spécialiste, et après ils te listent 15 trucs. Non mais Carl, tu peux pas... En plus t'es tout seul, comment ça tu es spécialiste de 15 trucs? Et les gens te font moins confiance en fait. C'est ça, t'es moins crédible. Quand ils voient, par exemple, toi, ici, tu fais un studio de podcast, et tu as une petite gargote aussi, là, un petit snack, et puis, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Et là où les gens se trompent, en fait, c'est pas le fait de fournir plusieurs services qui ramènent de l'argent, c'est le fait de se spécialiser sur un seul service et se perfectionner là-dessus. Il faut que les gens, ils sachent que tu es la personne idéale pour se fournir ce service-là. Et pas tu fais ci, tu fais ça. Non. Ça. Moi, par exemple, ça fait penser à... J'ai regardé une vidéo et la personne disait, quand t'es un entrepreneur, tu réponds à une problématique, ok? Aujourd'hui, imaginons que je sois malade. J'ai le choix. Je peux aller voir un généraliste. Effectivement, bon, il a les bases, mais je peux aussi voir un spécialiste. Peut-être qu'il va me coûter plus cher. Mais il a déjà traité peut-être 5 fois plus de cas, comme le mien, que le généraliste. Exactement. Et si je suis malade, forcément, je préfère, si j'ai un problème, je préfère aller voir le gars qui chie, tu vois,
et spécialisé dans le truc. Et c'est pareil en fait dans le business, en fait c'est cette même manière de penser, de se dire même le jour où tu vas dire par exemple moi mon tarif par exemple j'ai n'importe quoi c'est 500 000 arrière, bah la personne va dire ok d'accord, parce que elle sait que t'as passé le temps qu'il faut justement pour craft, enfin pour ton art, enfin pour améliorer ton art et ta maîtrise de ce que tu fais. Donc non, ça je pense c'est un bon message à partager aux entrepreneurs, c'est ça. Essayez de vous focus. Ah oui, c'est ça. Une autre image, c'était il y a deux océans, ce qu'on appelle l'océan rouge. Et dans l'océan rouge, en fait, t'as tous les généralistes et ceux qui essaient de toucher un petit peu à tout. Et là, le problème dans cette catégorie-là, c'est que généralement, il y a une forte compétitivité au niveau des prix. Parce que personne n'est spécialiste, tu vois. Exactement. Et après, t'as l'océan bleu, où justement, là, t'as déjà moins de concurrence, tout simplement parce que toi, tu t'es spécialisé sur un truc, et donc t'as moins cette pression du prix, tu vois. Dire, ce qu'il faut dire dans la vie, en tant qu'entrepreneur, c'est que si ta stratégie se base uniquement sur ton prix, il y a toujours un gars qui préfère moins cher que toi. Exactement. Il y a un gars, c'est sûr, il est plus en galère que toi, il est prêt à faire diviser par 2, tu vois. C'est pas un problème pour lui, tu vois. Parce que tout ce qu'il vend, en fait, c'est le prix inférieur. Voilà. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué dans les business malgaches, les petits business. C'est-à-dire même les gens qui vont venir te vendre des fruits dans la rue. Ils vont venir, la première chose qu'ils vont te dire, Mourabé. C'est ça. Si c'est Mourabé, peut-être que moi, en tant que cliente, je me dirais à Mourabé, Metratzpeku, métier facile, Mais, en fait, c'est pas ça. Il faut apprendre ce truc. Timourabé, Farawé, Tsarabé, c'est là que les gens vont s'y intéresser. Et ça, on a encore du mal à le comprendre. Tout à fait. Et c'est quoi un peu ton cheminement donc de 2017? On va dire, c'est quoi les faits marquants? Un fait marquant par année, on va dire, qui a marqué ton aventure entrepreneuriale? D'accord. Donc, disons que 2017, j'ai commencé à avoir des mariées. Avoir des mariées, c'était très spécial pour moi parce que je les voyais. Elles sont tellement heureuses de voir le résultat. Et puis, le mari qui est là, qui est content et qu'après, elle m'envoie des messages. Mon mari a adoré mon maquillage, ce qui est spécial pour moi parce qu'en général, les hommes n'aiment pas le maquillage. Ensuite, 2018, je crois que j'ai fait un premier masterclass avec Maybelline. C'était en partenariat avec Maybelline et j'étais là, c'était à la City. J'avais un micro, je savais même pas comment communiquer à l'époque, mais je l'ai fait. J'ai fait un masterclass devant tout le monde à la City. Ensuite, 2019, je pense, j'ai commencé à m'intéresser à la photo. Je me suis acheté mon premier appareil, c'était un Canon 250D. J'ai fait des recherches, etc. Parce que faut savoir que dans le monde du maquillage, il faut travailler avec des photographes pour avoir du bon contenu et aussi pour avoir de la visibilité. Et à l'époque, pour moi, j'avais pas encore ce business mindset où j'étais, si je travaillais avec, disons, Dylan Cabano, par exemple, il va m'apporter. Pour la photographie. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui. Ok. Donc, si je travaille avec lui, par exemple, il va m'apporter non seulement de la visibilité, mais aussi cette réputation de, elle a travaillé avec Dylan Cabano. J'avais pas ça dans la tête. Je me suis juste dit, je vais faire le moins cher. Et puis, le moins cher dans ma tête, c'était investir dans une caméra. S'ils peuvent le faire, je vais le faire aussi. J'ai juste acheté une caméra, j'ai commencé à prendre mes propres photos. Et puis en 2020, vu que j'ai commencé un petit peu la photo, je me suis dit pourquoi pas mélanger la photographie et le maquillage ensemble. Je pourrais ouvrir, donc je l'ai ouvert, un studio photo et maquillage. Donc le studio photo et maquillage, c'était pourquoi j'ai fait ça dans ce sens-là, c'est parce que quand c'est la saison des mariages, j'ai beaucoup d'argent qui rentre. Mais quand il n'y a pas de mariage, j'ai plus d'argent. Donc, comment je fais pour ramener l'argent quand c'est pas la saison? Je me suis dit, si une personne se maquille, c'est parce que elle a un événement auquel aller. Donc, s'il n'y a pas d'événement, qu'est-ce qu'il y a? On peut prendre des photos. Vous pouvez venir vous maquiller et je prends des photos. Et ce sera un package que vous pouvez acheter. Donc, c'était ça l'esprit un peu du studio. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que tenir un business, surtout payer un loyer, ça rendait mon business beaucoup trop commercial. Donc, au lieu de faire comme avant, où je sélectionnais mes clientes, je prenais mon temps, j'étais obligée de courir après le loyer. Donc, comme il y a un loyer assez élevé à payer, je prends toutes les clientes.
J'ai commencé à refaire les ongles. J'avais même un petit café, comme je t'ai dit, dans mon studio, pour les maris qui attendent. J'ai commencé à vendre des petits produits. J'ai tout fait. Et là, en fait, j'étais submergée par tout ça. Et je me suis rendu compte que je sais pas, en fait, gérer un business. Je sais être une entrepreneur qui va de maison à maison, à domicile, mais je ne sais pas gérer un business. Je sais pas faire ma comptabilité, je sais pas même diriger un emploi. J'avais une employée seulement, mais j'avais du mal à lui donner des ordres. J'étais complètement perdue. Et à ce moment-là, en fait, à cause du fait que mon business était devenu tellement commercial, j'ai commencé à détester ça. Je me suis dit, j'aime plus ça, en fait. Je cours après, je prenais plus plaisir, je faisais juste au nombre. Il faut que je fasse 10 clientes aujourd'hui. Donc, je prenais plus ce plaisir-là que j'avais individuellement avec chaque cliente. Donc, à ce moment-là, j'étais tellement perdue. Et puis, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'étais très fatiguée de ma vie à Madagascar. Donc, j'ai commencé à considérer d'autres opportunités. Pourquoi pas partir à l'étranger? Donc j'ai envisagé les États-Unis, mais je me suis dit, si je vais aux États-Unis, il faut que c'est très compliqué pour le visa, donc il aurait fallu que je redevienne étudiante, que je reparte à zéro. À un moment donné, j'ai commencé à voir des vidéos sur Dubaï, des gens qui disent Dubaï c'est pas si mal que ça. Dans ma tête, c'était Dubaï, c'est un pays arabe très strict, mais en fait quand je voyais ces vidéos YouTube, ça a commencé à m'ouvrir les yeux par rapport à Dubaï, comme quoi il y a beaucoup d'expatriés, que la vie n'est pas si difficile que ça, et que dans le monde de la beauté en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc j'ai commencé à faire une liste. J'ai commencé à lister, bon, si je veux aller à Dubaï, qu'il faut que je fasse? J'avais un appartement, il fallait que je dise au propriétaire, je quitte à la fin du mois, par exemple. Fallait que je vende tous mes meubles, que je vende ma voiture, que j'économise temps pour partir, billets, etc. Et quand j'ai fini de faire tout ça, je cochais vendre ma voiture, ça c'est fait, faire ci, c'est fait. Quand j'ai fini de faire tout ça, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi j'ai pas commencé par chercher du travail d'abord. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai déjà acheté mon billet, mais là, je me suis dit, bon, je vais juste apply. Soumissionner. Oui, je vais juste envoyer mes CV partout. Donc, je suis allée sur LinkedIn, Indeed, etc. J'ai envoyé des CV. Et puis, j'ai eu beaucoup de réponses. Et à un pour être maquilleuse? Oui, pour être maquilleuse, et comme je savais aussi faire les cheveux dans mon CV, quand même j'ai tout mis. Et donc une entreprise en particulier m'a vraiment plu, parce que la manager, en fait, elle me disait comme quoi elle me follow sur Instagram déjà, et qu'elle aime beaucoup mon travail, qu'elle a l'impression que je peux apporter beaucoup à son entreprise. Donc à cause de cette connexion là que j'avais avec elle déjà par message, je me suis dit, mais peut-être que c'est ça mon destin. Donc, je me suis dit, bon, je vais le faire. On a eu un Zoom meeting, et puis elle m'a engagée, elle m'a envoyé mon visa, et elle a même voulu m'envoyer mon billet d'avion, mais comme je l'ai déjà acheté, bon, plus tard, j'ai essayé de me faire rembourser, mais bon. J'ai tout reçu, en fait, tout s'est peaufiné, j'étais prête, je suis partie. Et puis, en arrivant là-bas, le choc, j'ai fait des recherches, mais je savais pas que c'était aussi... Donc, la ville où j'étais arrivée, c'était Al Ain City. Donc, c'est pas dans Dubaï exactement. Sachant que Dubaï, c'est pas un pays, c'est une ville. Al Ain, c'était une ville à côté de Dubaï, à 1 heure de route. Mais quand on dit 1 heure de route, c'est même pas facile d'y accéder, parce que il faut soit... prendre le bus. Si tu prends le bus, ça te prend 3 heures à peu près, avec le métro, changement de métro, etc. Soit tu loues une voiture, et ça te coûte en arrière, ce serait dans les 600 000 arrière pour l'aller-retour. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre ce travail, c'est juste à côté de Dubaï, si je m'ennuie, je vais juste à Dubaï. Mais en fait, je suis arrivée au milieu du désert. Et au milieu du désert, c'était pas comme le Dubaï que j'ai vu sur YouTube. J'avais que des collègues arabes et des personnes. C'est pas cosmopolite comme tu pensais. Ouais. Donc par exemple, je dis une blague au travail, personne ne va rigoler parce que personne ne comprend. Il y a personne avec qui je peux discuter normalement parce que personne ne comprend mon. Mais attends, mais l'appart, t'avais déjà recherché un appart du coup à distance? Non, ils disaient qu'ils allaient s'occuper de tout ça, appartement, etc. D'ailleurs, j'étais logée dans un hôtel quand je suis arrivée. Ils m'ont très bien traitée.
C'est pas mal comme... C'est pas mal, mais Allen City, mais si vous imaginez déjà, Allen City, donc Dubaï, c'est Dubaï, on le voit déjà, mais Allen, on fait des recherches sur YouTube, il y a rien du tout. Donc, quand je suis arrivée là-bas, déjà, tu es très loin de la plage. Tu peux pas te balader dans la rue, genre, je vais me balader, je vais aller au parc. Tu peux pas faire ça, tout est très éloigné. Si je m'habille comme ça, c'est pas autorisé. Il faut... À Dubaï, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais à Allen, c'est encore très conservateur. Enfin, comment on dit? Il y a beaucoup plus de locaux là-bas. Donc, ils sont beaucoup plus attachés avec leur... Exactement. Donc, je me suis pas sentie très bien là-bas. Mais j'étais un peu dépressive dans le sens où je viens je suis entrepreneur à Madagascar. Je suis une business owner. Et je passe de ça, en fait, à travailler pour quelqu'un dans un environnement qui ne me stimule pas vraiment. Parce que c'est différent quand tu as des collègues qui te parlent et que tu te sens motivé et que vous avez les mêmes points de vue. Mais quand tu es là et que personne ne te comprend, c'est déprimant. Et le seul truc que j'avais pour me rendre heureuse là-bas, c'était la salle de sport. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai commencé à faire du sport. Ok, et donc tu restes là-bas combien de temps, là, à Allen? À Allen, je suis restée là-bas 6 mois. Ah, quand même, hein? Ouais, ok. Parce que 6 mois, en fait, à Dubaï, il faut savoir que tu peux pas juste quitter ton travail comme ça. Sinon, ils te font des problèmes. Après, tu dois payer de l'argent. Je sais pas si c'est légal, hein, mais c'est ce qu'ils te font croire. Donc, il fallait que je termine au moins 6 mois avant de pouvoir partir. Mais au moins, j'avais cet espoir-là en moi après 6 mois, je vais partir à Dubaï et tout ira bien. Donc, après 6 mois, je suis partie. Ça se passe comment? Donc, tu dis à la manager, là, qui te followait déjà, que bon, écoute, je vais partir. Elle te dit, bon, voilà, 6 mois, sinon, c'est compliqué. Alors, la manager, très, très, très gentille, en fait, j'étais très, très bien traitée. J'étais tellement bien traitée. Même pour Noël, on avait un sapin. Ils sont musulmans, mais ils nous ont mis un sapin pour nous, chrétiens. Tous les vendredis, on avait un petit pique-nique dans le jardin où on mangeait tous ensemble. C'était très sympa. Mais à partir du moment où j'ai démissionné, elle a commencé à me faire des problèmes. Elle voulait me garder et ça, je peux comprendre. Elle a commencé à me faire des problèmes. Ah, tu peux pas quitter parce que il faut que tu fasses ci, il faut que tu signes cela, il faut que tu payes cette somme-là. Et donc... Mais toi, t'as fait comment, du coup? Tu connaissais des gens là-bas qui pouvaient t'aider et te dire non, ça c'est ok, ça par contre... Ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu as beaucoup d'aide par rapport à ça. Par exemple, il y a une ligne que tu peux appeler, ça s'appelle Labor Office. Tu peux les appeler et demander par rapport à ta situation. Tu leur envoies ton contrat et ils t'expliquent que oui, non, je les ai appelés. Hein, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, vous pouvez partir après 6 mois, c'est bon, vous avez... d'accord. Ouais, donc je suis partie, mais au final, en fait, je sais que la manager, en fait, c'est une très bonne personne, mais juste qu'elle était très triste de me perdre. Donc au final, même si on a eu quelques problèmes, au final, je suis allée vers elle et je lui dis, écoute, j'ai beaucoup plus d'ambition que ça, je suis pas heureuse ici, je ne me vois pas du tout vivre ici dans cette ville. Et elle m'a compris, on a fait un câlin et elle m'a laissé partir. Ok, wow. Et donc c'est comment tu prends le taxi, tu pars direct Dubaï, ça se passe comment Donc la période de préavis, c'est 1 mois. Donc en 1 mois, une fois que la manager sait que je pars, là je m'autorise à envoyer des CV à Dubaï. Donc je envoie des CV à Dubaï et je reçois des appels pour schedule pour programmer l'interview. Donc en une journée, j'avais 2 interviews. Donc j'ai pris le bus. J'ai pris le bus très tôt, 3 heures pour aller et 3 heures pour revenir. J'ai pris le bus, mais par contre, j'ai fait en sorte de bien m'habiller parce que moi, je suis d'avis que when you look good, you feel good. When you feel good, you do good. Donc, je me suis dit, je vais bien m'habiller, je vais gérer. Donc, je suis allée, c'était une interview chez Dyson. Du coup, ils font les aspirateurs et puis les hair tools. Et moi, c'était pour être styliste chez eux. Donc, je vais là-bas. Et le manager, c'était un Français. Donc, comme je parle français déjà, le premier contact est très bien. J'ai eu le poste. Mais en fait, après cette interview-là, je suis allée voir ma copine Johanna aussi, elle s'appelle. Coucou, Johanna. Je suis allée voir ma copine Johanna et ma copine Johanna me dit, ah tiens, viens, on va aller, viens avec nous, on va quelque part. Et le quelque part, c'était pour aller voir un ami à elle et à son collègue. Donc, on va là-bas et je rencontre un monsieur, en fait,
Je pensais que c'était son ami. Du coup, je parle très ouvertement, comme j'ai eu le pump de énergie et de confiance par rapport au fait d'avoir réussi l'interview. J'étais tellement confiante là que j'ai parlé de mon parcours, etc. Et le gars, en fait, il s'avère que c'était le propriétaire de là où Johanna, elle travaillait. Ah, ok. Et le gars était sur le point d'acheter un salon de beauté. Et là, il me dit, mais en fait, il me faut une manager comme toi. Et il m'a proposé un travail le jour même. Il m'a dit, je veux que tu gères mon salon. Et là, j'ai eu ce dilemme. Est-ce que je vais travailler pour Dyson ou travailler pour gérer un salon? Je me suis dit, dans ma tête, moi, j'ai jamais aimé travailler pour quelqu'un. Et je me suis dit, bon, si je travaille pour Dyson, c'est une entreprise internationale. Ils ont tellement d'employés, en fait, qu'ils me verraient même pas dans la masse. Si je travaille en tant que manager, j'aurais trop d'attentes sur moi. C'est risqué parce que je veux pas décevoir ce monsieur-là. Je veux juste économiser assez pour commencer mon propre business. Donc, je me suis dit, Dyson, c'est le mieux. Je peux pas ruiner le business de quelqu'un parce que j'ai d'autres ambitions. Je sais que je vais pas rester là. Mais genre, d'un point de vue conditions de travail, enfin, notamment le salaire, parce que si tu voulais mettre de côté, du coup, pour lancer plus tard, toi aussi, ton activité, c'était Dyson qui était le plus intéressant ou c'était C'était Dyson. C'est Dyson? Okay. Dyson. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, au final, il m'a dit, quand j'ai dit, écoute, je vais accepter l'offre de Dyson plutôt, il m'a dit, bon, c'est comme combien il te paye, alors je te paye la même chose. Mais dans tous les cas, j'aurais pris Dyson parce que je ne veux pas ruiner le business de quelqu'un parce que je sais que ma motivation n'est pas là du tout. Waouh, ok, d'accord. C'est quoi d'ailleurs un salaire, on va dire, correct, un peu là-bas pour vivre là-bas? Toi, ça peut aider. Peut-être il y a des gens un jour qui se disent, tiens, je vais aller à Dubaï, il faut que je cherche quoi à peu près, on va dire, comme fourchette. D'accord. Je vais parler en euros parce que c'est ce que les gens connaissent mieux. Si vous débutez à Dubaï et que vous n'avez pas tant de ça, si vous n'avez pas ce blueprint de choses que vous avez accomplies dans la vie, moi j'avais l'Instagram que je tenais à l'époque, qui était déjà une belle preuve que j'allais apporter quelque chose à l'entreprise. Mais si vous commencez tout juste, en fait, vous allez avoir dans les 1 000 €. Et avec ça, c'est pas qu'on a une belle vie, mais c'est le salaire de base, en fait, on va dire. Il n'y a pas vraiment de salaire minimum là-bas, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup moins que ça, beaucoup moins que 1 000 €. Et moi, pour être transparente, chez Dyson, je faisais 3 000 € et il y avait aussi une prime chaque mois. Donc, si j'arrivais à vendre certaines choses aux clientes, j'avais un salaire, par exemple, 1 000 dirhams, ce qui est... c'est 300 et quelques. 400 € à peu près par mois. Par mois, en plus. Et j'avais 2 jours off, ce qui est pas normal. Enfin, ce qui est très bien à Dubaï, parce que en général, les gens n'ont qu'un seul jour off. Attends, quoi, les gens travaillent 7 jours sur 7, tu veux dire? 6 jours sur 7. Ok, donc toi, t'étais à... À Lane, je travaillais 6 jours sur 7. Ok, donc toi, une semaine sur 2, chez Dyson, t'étais à 5 sur 7. Ouais. Ça, ok, waouh. 5 sur 7 et avec beaucoup de bénéfices très bien traités. Parce que moi, j'étais une senior hairstylist et donc j'avais déjà le poste de senior. Et du coup, chez Dyson, en fait, il y a 2 classes. Il y a les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui vendent les aspirateurs et les sèche-cheveux, etc. Et celles qui sont hairstylists, les stylistes, ils appellent ça Dyson stylist. Donc, nous, on est dans le côté salon. On vend surtout aux clientes l'expérience, c'est-à-dire, vous savez, ce Dyson, il est incroyable, essayez-le si vous voulez l'acheter, il est là. Donc, il y a un salon et en même temps, on vend. Donc, c'est plus... Mais pour moi, c'était plus du sales que du... J'avais plus de créativité vraiment là-bas. Ok, Et c'était quoi, genre, par exemple, l'objectif que tu devais atteindre je devais atteindre 86, je crois, 86 ventes par mois. Et le truc, c'est que même si tu n'atteins pas ça, en fait, mais que ton groupe atteint un objectif de groupe, et ben, tu as quand même la moitié des 400 €. Ah ouais, donc, Dyson, quand c'est une entreprise internationale à Dubaï, tu es très bien traité. Waouh, ok. Et tu penses... Ok, bon, en gros, si j'ai bien compris, pour ceux qui un jour envisagent d'aller là-bas, c'est bien si effectivement tu as... ce track record, enfin un moyen de prouver en fait que tu es ce que tu prétends être entre guillemets, tu vois, quoi, que t'es pas juste là, que tu fais que t'as que la tchatch, tu vois, mais qu'après derrière t'arrives pas à deliver. Ok, d'accord, super intéressant. Ok, waouh. Et donc ça, c'est tu l'as
tu es en poste combien de jours après que tu quittes Allen, ouais, c'est ça. Donc, j'ai reçu l'offre d'emploi, mais il fallait que je commence que un mois après parce que il fallait qu'il change tous mes papiers, qu'il refasse un autre visa qui est lié à cette compagnie, à Dyson. Donc j'ai attendu pendant un mois de commencer chez Dyson. Mais le truc avec moi, c'est que sur le moment, je suis chaud. Je vais travailler pour Dyson. C'est incroyable. J'aime trop Dyson. Ils sont incroyables. Je vais être tellement heureuse là-bas. Je pense que je vais rester là-bas au moins 3 ans, économiser avant de commencer mon truc. Parce que j'ai tellement kiffé, en fait. Mais le truc avec moi, c'est que dès que cet instant-là est terminé et qu'on me laisse un mois sans travailler chez eux, donc, j'avais un mois avant de commencer. Ces un mois-là, j'ai consacré ces un mois-là à quoi? À penser à mon business. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, mais en fait, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un à nouveau. Et donc, dans cette période de un mois-là, j'ai commencé à créer du contenu, à faire, à déjà build mon business petit à petit. Attends. Donc ça, c'est avant que tu commences à bosser chez Dyson. Dyson. Et donc, tu t'as chez Dyson, tu fais combien de temps là-bas? J'ai fait presque 6 mois. Je crois que j'ai fait 5 mois. Ah oui, c'est vrai qu'on est passé de 3-4 ans à 5-6 mois. Le truc, c'est que j'étais très bien traitée. On avait même des soirées avec les collègues, tellement bien. Tout était parfait. J'avais l'impression de faire partie d'une très bonne communauté. Mes collègues très intelligents, tous viennent d'un peu partout dans le monde, sud-africains, russes, européens, tout, et très intelligents tous. Et là, en fait, je me dis, je suis très bien mentalement, mais par contre, j'ai ce truc dans ma tête, il faut que je retourne. En fait, j'avais toujours l'impression d'avoir dégradé, même si j'ai un bon salaire, etc. J'ai l'impression d'avoir dégradé par rapport à mon vrai rêve. Et donc, à Dyson, en fait, j'avais ce stress-là. Et puis, j'avais un petit carnet, je me rappelle. J'étais tellement stressée par rapport à si je devais être là ou ailleurs que j'ai commencé à m'isoler et à prendre... À chaque fois que j'arrive au travail, dès qu'il y a du travail, je le fais. Mais par contre, quand il y a rien à faire, je prends mon petit carnet et j'écris tous mes rêves, tous mes objectifs, tous les jours. Et la manager, elle me laissait parce qu'elle connaissait à peu près comment j'étais. Et puis, je lui ai fait savoir que j'étais pas heureuse, le côté créatif que j'ai perdu. En fait, ils m'ont promis, en fait, que j'allais avoir plein de cheveux à styler, tout ça. Mais comme on n'avait pas assez de clientes pour les cheveux, j'étais obligée de vendre en même temps. Donc, quand il n'y a pas de clientes dans le salon, je vais sur le shop floor et j'aide les gens à vendre des aspirateurs. Et là, en fait, c'est ce qui m'a fait me dire, non, c'est pas pour moi. Il y a un truc à Dubaï, je pense, sur ceux qui ont eu la chance de visiter, au moins visiter, peuvent se mettre d'accord. C'est vrai que ils sont quand même très bons pour la vente. Très bons. Franchement, les gars sont très très forts. Très forts. Et peut-être, toi, justement, c'est peut-être pas ce que tu voulais faire, mais t'as quand même fait de la vente, finalement. C'est quoi, les 2-3 petites techniques que tu peux partager, que t'as vu? Parce que, tu vois, Hamada, le problème, c'est que il arrive que des fois, tu rentres dans un endroit, déjà, si t'es pas à 4 épingles, bon, on dirait que t'es pas considéré. Moi, par exemple, tout à l'heure, je vais me couper les cheveux, tu vois, je vais faire la barbe avant de venir. Je suis rentré dans un endroit, et il y a même pas quelqu'un qui m'a dit bonjour. Je suis resté là, je regardais les prix pendant 1 minute. Puis, vas-y, c'est bon, vas-y, je vais pas rester là, je vais partir, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu pourrais peut-être partager, peut-être à nos auditeurs qui sont à Mada ou même ailleurs, mais tu vois, des techniques qu'ils pourraient appliquer peut-être pour être meilleurs dans le domaine de la vente? Donc, déjà, il faut savoir que la vente, c'est surtout si vous avez une commission, c'est le travail d'après moi. Dans tout, en fait, la vente, c'est le skill, la compétence la plus importante pour réussir. Donc, si vous savez vendre, moi, si je sais pas vendre, comment je vends mes services de maquillage? Donc, la vente, ça, c'est très important. Et c'est ça, en fait, que j'ai appris chez Dyson, c'est cette compétence-là de la vente. Et moi, ce que j'ai compris très vite, c'est que j'ai beaucoup de concurrents. Donc, c'est mes collègues, mais c'est des concurrents et on a tous un target à suivre, à rattraper à la fin du mois. Et ce qui m'a fait me démarquer, en fait, c'est d'utiliser mes avantages, unfair advantage. Donc, moi, j'avais quoi par rapport à ces gens-là? On parle tous anglais, mais qu'est-ce que j'ai de plus, moi? Je suis très bonne pour tout ce qui est cheveux. Déjà, je peux essayer de vendre plus de choses par rapport aux hair tools, aux appareils pour cheveux.
Aussi, je suis la seule qui parle français, donc les customers, les French speakers, ils sont tous pour moi. Ouais. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle français, ils sont là. Prisca, c'est pour toi. Donc, c'est pour moi. Et aussi, c'est quoi mon autre avantage? C'est que j'ai les cheveux frisés, très frisés. En général, les femmes aux cheveux frisés, elles font plus confiance aux coiffeuses qui ont la même texture. Donc, quand elles voient, elles regardent mes cheveux, elles se disent, elle doit savoir ce dont elle parle. Et donc, j'utilisais tous ces avantages-là que j'avais par rapport à mes collègues pour vendre moi et pour être spéciale aux yeux de mes clients, de mes clients. Et on a tous des unfair advantages, en fait, hein. C'est ça aussi que je pense que les gens, il faut qu'ils en prennent conscience aussi, c'est que, bon, il faut les identifier, mais une fois qu'on les a identifiés, il faut les exploiter. Exactement. Et c'est pas forcément quelque chose de positif, par exemple. Là, c'est pas être riche, c'est pas avoir des parents riches ou avoir une grosse voiture, c'est pas ça. C'est, disons, même venir d'une famille très pauvre, ça peut être un avantage. Pourquoi? Parce que les gens peuvent se relater. C'est quoi? S'identifier. S'identifier à vous. Donc, moi, si je dis, et ça, en fait, c'est très important. Il faut que les gens, ils sachent qui vous êtes. C'est ça aussi que j'aimerais partager aux personnes qui me regardent, surtout les make-up artistes. Il faut pas se dire, il faut juste que j'achète les meilleurs produits. Non, c'est pas les produits. C'est ton personal branding qui compte. C'est-à-dire, moi, le fait d'avoir montré mon visage dès le début et de montrer, tiens, mon type de peau est comme ça. Ou alors, moi, je suis comme ça. C'est ça, en fait, qui a fait que je vendais auprès de certains types de clientes. Et faut vraiment mettre en avant sa personne pour se démarquer des autres. Ok. Alors, t'es à ton 4e, 5e mois, tu dis à ta manager, bon écoute, je t'aime bien, mais je vais bouger. Est-ce que tu sais t'as déjà très bien planifié, ou est-ce que c'est juste que tu sens juste que il faut que tu partes parce que voilà, tu sens que t'en as eu assez, on va dire? Ou t'as déjà un plan, tu sais, genre, ça. Moi, je suis pas le genre de personne qui prépare tout pendant un an, prépare tout là, je vais attendre d'avoir les meilleurs produits pour commencer. Je suis pas ce genre de personne. Et comme j'avais pas tant de temps que ça, en fait, chez Dyson, de faire des choses pour moi, mes week-ends à moi, je les utilisais pour faire le ménage ou la lessive. Ce que je faisais, c'est que je me levais plus tôt le matin, je créais du contenu pour ma page personnelle, et puis une fois arrivée au travail, quand j'ai pas de clientes, j'avais mon petit notebook, et là j'écris toutes les listes de choses qu'il faut que je fasse jusqu'à ce que je quitte. Donc moi, je fais toujours comme ça. Par exemple, pendant que je suis ici, comment je peux rentabiliser mon temps chez Dyson? Eh ben, j'ai une tablette. Ils nous donnent tous une tablette là-bas. J'ai une tablette, je peux faire des recherches. Je peux me renseigner sur comment faire du marketing, sachant que moi, j'ai pas une base de clientèle à Dubaï. Comment je peux faire pour attirer la clientèle? Je faisais des recherches sur ça quand j'étais à mon travail. Donc, c'est-à-dire que je me sentais plus en full-time, en fait, dans ma passion que dans mon full-time job. Je comprends, tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, je savais très bien que j'allais quitter, mais je savais que j'avais rien qui m'attendait. Il n'y a pas de travail qui va me nourrir plus tard quand je quitterai Dyson. Donc, il fallait quand même que j'attende un petit peu pour avoir de quoi survivre. Et puis, petit à petit, en fait, et aussi j'ai commencé à accumuler des objectifs pour ma caméra, j'ai commencé à acheter des lumières, etc. Et puis quand je me suis en fait au travail, je me suis sentie très 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 anxieuse. À chaque fois que j'arrive, je me dis je suis pas censée être là, je suis pas censée être là. Et à un moment donné, c'était tellement dur pour moi en fait que j'ai juste quitté, peu importe si j'ai assez d'argent ou pas. Et j'ai été très transparente avec mes patrons. Je leur ai dit que je voulais aller passer en freelance, que je voulais faire ci, faire ça. Et eux, ils étaient très, très, très support. Ils m'ont très soutenue en fait, jusqu'à me dire ok, alors c'est ce que tu veux faire. Et ben, tu as ta caméra avec toi. Ils m'ont dit pour nos produits là, est-ce que tu pourrais nous filmer un petit short? On a besoin de ce genre de vidéo, donc arrête ça. Oui, pour la fin de ton contrat, tu pourrais te consacrer à ça au lieu de travailler. On sait que t'es pas heureuse dans ce que tu fais. Au lieu de travailler sur ça, fais-nous une vidéo du shop et tu nous donnes ça et puis on te donnera même un petit cadeau. Vers la fin, quand j'ai quitté, ils m'ont même envoyé plus d'argent dans mon salaire. Sérieux? C'est un truc de ouf ça. C'est très gentil chez Dyson, je les aime trop. Même mes collègues. Et donc là, tu quittes et il se passe quoi du jour au lendemain? Déjà,
ton visa, du coup, tu fais comment? Tu dis que t'es freelance, du coup, dans ton visa Donc, quand tu quittes un travail à Dubaï, tu as quand même 2 mois où tu peux rester dans le pays sans changer de visa. Okay. Mon objectif, c'était de prendre un visa freelance pour pouvoir commencer mon business. Mais je l'ai déjà commencé entre-temps, puisque tu peux faire ça à Dubaï. C'est pas un truc que je conseille, mais bon, beaucoup de personnes le font, tu le fais aussi, tu t'attends pas, quoi. Mais là, l'erreur que j'ai faite, c'est que à l'époque, en fait, comme même mes patrons me soutenaient, ils me disaient « Ah, t'es trop douée et tout », en fait, ça m'a monté à la tête et je me suis dit « Ah, ça y est, j'ai réussi. j'ai mérité des vacances, j'ai ma caméra, j'ai ci, allez, je pars à Bali. » Donc, quelques mois, je suis quand même restée à Dubaï. J'ai eu de gros contrats pour un hôtel, par exemple, Versace Hotel Dubaï. C'est un hôtel très luxueux. Ils m'ont engagée pour maquiller 80 personnes pour Halloween. Oh, attends, avant que tu parles de Bali, là, donc du coup, t'as quitté Dyson. J'ai quitté Dyson. Là, t'es freelance. Là, je suis freelance pendant 2 mois. Et t'arrives déjà... Oui, après 2 mois, j'ai déjà des contrats. Je sais pas, je l'ai manifesté ou quoi, mais j'avais des contrats. Et genre, t'as fait comment, du coup? Ah oui, attends. Je suis très novice à ça, mais j'ai travaillé sur mon SEO sur Google. Donc, comme j'ai pas de database pour mes clientes, en fait, à Dubaï, j'ai commencé à faire des recherches sur comment arriver à être visible pour les gens à Dubaï. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je travaille sur mon SEO. Donc, j'ai commencé à j'ai même investi dans un site web, même par rapport à mon site web, je l'ai fait moi-même. J'ai tout fait moi-même. J'ai appris tellement de choses dessus, dans ce domaine-là, que j'ai même travaillé sur les SEO. J'étais là pendant 2 mois sur mon ordinateur et je me voyais déjà réussir. Et à un moment donné, en fait, l'hôtel Versace, ils m'ont trouvé sur Google. Ils cherchent Halloween make-up artist. Et comme j'avais mis mes revues de Madagascar sur mon site web, ils ont vu, ah, Prisca, elle m'a fait un maquillage de ouf pour Halloween. Donc, hôtel Versace qui voit ça, il m'appelle, ah, Prisca, on aurait besoin de toi pour maquiller 80 personnes pour cet hôtel. Je me suis dit, oui, je peux le faire. Tu charges combien pour 2 nuits? Donc, 2 nuits, 4 heures par nuit. À l'époque, j'avais dit... Donc, attends, et tu fais 80 personnes chaque nuit? Non, 80 personnes au total. Ok. Et puis, c'était même pas ça. En fait, c'était une soirée et ceux qui veulent se maquiller et ceux qui veulent pas. Donc, j'avais chargé 7000 dirhams. Je sais pas combien ça fait. Je pense ça doit faire au moins 1005 €, je pense. Ouais, donc pour 2 nuits, c'est pas mal du tout. Pour 2 nuits, c'est vraiment pas mal. Et sachant d'où je viens et que j'ai même pas fait d'études, j'étais quand même contente. Et je me suis dit, en fait, ça m'est monté à la tête. Je me suis dit, ça y est, j'ai réussi. Je peux ça Versace Hotel. Oui. Et je me suis dit, j'ai réussi, c'est bon. Maintenant, j'ai mérité des vacances. Donc là, je me dis, je vais aller à Bali. Et le souci, c'est que là, j'ai perdu mon focus. En fait, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu des travails qui sont pas en relation avec ce que je fais vraiment, qui m'a fait être distraite à ce point. Donc, j'étais tellement en mode dépressive et pas contente, en fait, par rapport au fait que pendant peut-être 2 ans et demi, j'étais là à travailler pour quelqu'un et j'ai oublié mes rêves. J'avais toujours ce rêve-là, mais j'oubliais l'importance de ce rêve-là et que je voulais vraiment le faire. J'étais complètement distraite et il faut savoir que Dubaï, ça distrait beaucoup aussi. Les gens sont superficiels là-bas. Ça m'a un petit peu touchée, malheureusement. J'ai commencé au lieu de poster des vidéos de maquillage qui me rapportent de l'argent, dès que je poste, je gagne de l'argent. J'ai des propositions de comment on appelle ça, de sponsoring pour des brands, par exemple. Ou alors, j'ai des clientes qui bookent. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis dit, je suis déjà très bien. Et puis, comme je suis très bien et que je me suis, j'étais dans un état d'esprit pas terrible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Bali et au lieu de poster des vidéos qui sont en relation avec le maquillage, j'ai commencé à poster de l'art parce que je me suis dit, ça me manquait. Et moi, comme je faisais de la peinture avant et que Dubaï, y a pas de nature, j'ai vraiment besoin d'aller à Bali. Donc, je suis partie à Bali, j'ai commencé à peindre et à être un peu bizarre en mode méditation. Et là, j'ai complètement oublié le maquillage. Et j'ai l'impression que Dieu ou l'univers m'a punie, en fait, dans le sens où j'ai juste procuré cette caméra-là, etc. Mais tous mes gears étaient dans un sac. Et au lieu d'aller travailler sur mon rêve, en fait, j'étais juste là, je savais pas vraiment ce que je faisais. Je créais du contenu d'influenceur plutôt que de business owner. Donc, c'était vraiment
à l'opposé de ce que je devrais faire. Et j'ai l'impression que l'univers m'a punie parce que je suis partie faire un photoshoot à la mer. J'avais posé mon sac là où il y avait mon appareil photo sur un rocher. Mais je savais pas que la mer allait monter aussi vite parce qu'à Dubaï, sachant que la mer à Dubaï ne monte pas, ça stagne. C'est pas une mer normale. Donc j'avais l'habitude de ça. Et puis sur le rocher, après quelques minutes, je vois mon sac de caméra dans la mer, au salé, avec tous mes lenses, avec tout. Et là, en fait, je l'ai pris, j'ai essayé de réparer, mais même Canon, ils voulaient même plus prendre. J'ai tout perdu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme leçon à tirer dans tout ça? Il aurait fallu que je reste sur la même lancée, en fait. Le maquillage, c'est ce qui m'a réussi depuis combien d'années. Et j'ai give up sur ça. Enfin, je l'ai abandonné pour, je sais pas, vouloir devenir influenceuse ou artiste ou une fille perchée à Bali. Et là, en fait, je me suis rendu compte, mais j'ai vraiment fait des bêtises. Et là, je me suis dit, bon, allez, alors, c'est un signe qu'il faut que je reparte de zéro. Là, comme j'avais plus ma caméra, en fait, quelque part, avec ma caméra, ça me donnait cette assurance que tant que j'ai ma caméra, je peux créer du contenu et les marques de n'importe où dans le monde peuvent toujours sponsoriser mes vidéos, par exemple. Donc, j'avais quand même cet esprit-là, si j'ai ma caméra, je peux survivre à Bali ou n'importe où dans le monde. Mais comme j'ai perdu ma caméra, ça m'a fait revenir à Dubaï. Mais cette fois, je me suis dit, je veux revenir à zéro, mais pas à Dubaï. Cette fois, je vais aller à Abu Dhabi. Donc, je suis allée à Abu Dhabi. Et de Abu Dhabi, j'ai trouvé un autre travail, mais pas à Abu Dhabi, mais c'était où? Sharjah. C'est un peu comme Alain, quoi. Et comme j'étais un peu perchée à Bali, il me fallait vraiment cette petite pause-là dans ma vie où, Priska redescend sur terre, quoi. Donc, je suis redescendue sur terre quand j'étais à Sharjah. Après quelques salaires, je me suis racheté une autre caméra. Donc, de Canon, j'ai switché à Sony. Très bonne décision. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de leçons. Je me suis rendu compte que le maquillage, pourquoi t'abandonnes le maquillage? En fait, c'est ce qui t'a emmené jusqu'ici. Donc, je me suis dit, si t'en as marre de te réveiller à 5 heures du matin pour faire les mariés, eh ben, tu peux faire autre chose. Il y a d'autres horizons et tu peux aller dans l'enseignement, dans tout ce qui est cours digital, dans la création de vidéos. Tu peux pas si t'en as marre du maquillage traditionnel, eh ben, il y a d'autres choses à faire. Donc là, ça m'a réveillée. J'ai commencé à même aimer à nouveau le maquillage. J'ai commencé à apprendre de nouvelles techniques. En fait, quand tu as cette mentalité-là de, je sais tout, là, tu n'apprends plus rien. Et ça, c'est ce que j'avais quand je suis partie à Bali. Je me suis dit, je sais tout, c'est bon. J'ai plus besoin de maquillage, je sais tout. Mais en fait, je savais rien du tout. La mode a changé. J'étais très en retard. Et là, je me suis redécouvert à nouveau cette passion-là du maquillage, les nouvelles techniques, la création de vidéos. Mais là, à ce moment-là, donc, t'es à Abu Dhabi, là, ou t'es encore dans la ville, Sharjah. Sharjah, ouais. Sharjah. Donc, à Sharjah. T'es toujours à Sharjah, là, à ce moment-là? J'ai repris un travail pour m'acheter ma caméra. Du coup, c'était dans un salon. C'était le plus facile pour moi mentalement. C'est-à-dire, je voulais pas prendre un truc qui m'utilise trop de cerveau. Je voulais juste être manuel toute la journée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et heureusement, j'ai fait ça parce que la patronne, en fait, elle a vite vu que j'étais très bonne en maquillage. Du coup, elle m'a vraiment dédié une chambre dans le salon où c'était mon bureau. J'avais mes lumières, mon appareil photo. Je prenais que du maquillage. J'étais là, j'étais très contente. J'apprenais beaucoup. C'était vraiment une ouverture d'esprit, une nouvelle ère, on va dire, où je me suis dit, j'ai raté tellement de choses, j'apprécie à nouveau le fait de maquiller, j'apprends à nouveau et j'étais très bien. Donc là, quand je travaille, quand même, j'ai quand même ce truc de j'ai quand même perdu beaucoup de temps à faire la hippie à Bali, mais je regrette pas parce que à Bali, sachant que j'ai appris à améliorer mon site web et comment on appelle ça, de Wix. Je suis passée à WordPress et j'ai commencé à utiliser ChatGPT et je me suis rendu compte de plusieurs choses et j'ai commencé à utiliser toutes ces choses-là et j'ai quand même l'impression d'avoir appris beaucoup de choses par rapport à ces failures. C'est quoi déjà? Tes échecs. Ces échecs. Mais ça, c'est en quelle année du coup là que C'est récent ça, c'était en 2023. Ok, d'accord. Et tu es toujours là-bas du coup actuellement? Là, du coup, non, j'ai quitté.
Bien sûr. Okay. Après 5-6 mois, c'est généralement ça. Il faudrait mettre, comment on appelle ça, un red flag sur moi. Celle-là, elle va pas rester dans votre entreprise. Donc là, je suis restée le temps de prendre ma caméra, etc. Mais le truc, c'est que ils ont commencé à abuser de mes compétences, en fait, dans ce salon-là. Ils ont vu que je faisais de la photographie et vidéographie. Donc, au lieu d'investir dans un photographe qui vient et qui prend des photos dans le salon, ils me disaient, ah, Prisca, prends des photos de ci. Ah, Prisca, t'as fini l'editing de cette vidéo, de cette photo? Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais que c'est pas dans mon contrat, je suis censée être maquilleuse et non pas photographe ou quelqu'un qui retouche tes photos. Et là, en fait, elle m'a dit, ah, je suis ta patronne, c'est moi qui décide. Bref. Okay. Cette fois-là, ça s'est pas très bien terminé. J'en suis pas très fière aussi du fait de aller dans un travail et de pas rester, mais bon, c'est ma nature, je peux pas. Eh bien, et j'ai quand même beaucoup apporté à ce salon-là. J'ai fait beaucoup de contenu gratuitement, etc. J'utilisais mon propre maquillage pour le salon. Et à un moment donné, j'ai quitté aussi et j'ai refait freelance. Et là, cette fois, j'avais le right mindset. Ouais. Donc, au lieu de toucher à ci, toucher à ça, j'étais vraiment là, focus. Je contactais des influenceuses à Dubaï. J'ai commencé à mettre des offres, lancer des ads. J'apprenais beaucoup en même temps. Toujours uniquement maquillage. Donc uniquement maquillage. De mariée ou de peu importe. Mariée, photoshoot. Ok, d'accord, ok. Et j'ai commencé cette fois, bizarrement. La dernière fois, je n'attirais pas, en fait, la bonne clientèle ou j'avais pas les bonnes ondes. Mais cette fois-là, quand j'ai eu toutes ces leçons-là, je me suis bien réveillée, je savais où j'allais. Là, j'ai commencé à attirer beaucoup de clientes. J'ai commencé à avoir des revues, même des gens qui sont à Dubaï et avoir même le bouche à oreille qui marchait. Une copine qui dit à une autre, ah, tiens, celle-là, elle va me maquiller pour mon mariage, je devrais la prendre aussi. Et à ce moment-là, comment tu fais ton pricing, du coup, parce que t'es plus en 2017, non, c'est ça, où tu mets le 15 000 arrière comme ça en freestyle, là, comment tu structures la chose un peu Oui, donc là, à Dubaï, en fait, je suis juste le prix de Dubaï. Je vois des make-up artistes, sachant qu'à Dubaï, même en étant très mauvais à quelque chose, mais si tu arrives bien à marketer la chose, tu peux quand même avoir de l'argent. Et vu la qualité du maquillage que certaines make-up artistes offrent à Dubaï à certains prix, je me suis dit, je peux aller quand même au-dessus de ce niveau-là. Donc moi, par exemple, pour un maquillage très très simple, je charge dans les 600 dirhams, à peu près, je pense 600 000 arrière, un peu plus. Pour maquillage glamour, je charge 800 à 1000 dirhams. Déplacement hors Dubaï, c'est-à-dire dans les autres Émirats, comme Abu Dhabi, etc. Je prends 300 en plus. Pour les mariés, c'est 2000 et quelques, 2000 dirhams pour le pack. Donc, c'est déjà... Sachant que certaines personnes à Dubaï gagnent 2000 dirhams par mois. Avec 2000 dirhams la mariée, je rentabilise déjà. Wow, ok. Et à ce moment-là, donc t'es booké tous les jours, t'as quand même des journées où du coup ça va, t'es off et tu fais d'autres choses, tu te reposes, je sais pas. Je me reposais pas forcément parce que j'avais l'impression de devoir rattraper beaucoup de choses, mais j'avais pas tant de clientes que ça par rapport à ce que j'ai à Madagascar. À Dubaï, j'ai pas tant de clientes que ça. Ce que je fais surtout, c'est de créer du contenu et de pitcher des brands. Donc je vais en email de marque à marque proposer mes services. Donc tu penses, si tu devrais faire un ratio, c'est quand même ça qui te rapporte, on va dire, plus que le côté maquillage en soi, c'est vraiment la création de contenu du coup avec les marques. 10 ans, c'est 50-50. 50-50. 50-50. Stylé. Ok. Alors à ce moment-là, tu as donc des revenus qui te permettent de vivre, tu t'en sors bien, t'as un bon train de vie. Déjà, ma question peut-être, c'est est-ce que t'as le temps, maintenant que t'es en freelance, à Dubaï, de développer un cercle d'amis, tout ça, parce qu'avant t'étais dans des boîtes, tu vois, donc du coup forcément t'interagis avec les gens, mais maintenant que t'es à ton compte, est-ce que d'un point de vue on va dire vie sociale, tu vois, est-ce que ça tu trouves un épanouissement quand même, ou est-ce que t'es plutôt tu bosses, t'es assez casanière, tu restes chez toi et puis voilà, et puis c'est quand, mais voilà. Je pense que ça c'était mon problème aussi. Sachant qu'à Dubaï, je vivais en colocation. À Dubaï, le loyer est très cher. Je vivais en colocation avec ma copine Johanna. Et ça me permettait quand même d'avoir une interaction sociale. Mais je sais qu'en tant que freelanceur, en fait, tu n'as pas vraiment d'interaction en dehors de celle que tu as avec tes clientes.
Et ça me manquait vraiment, en fait. Ça, vers la fin, je m'en suis rendu compte, mais sur le coup, en fait, j'étais tellement concentrée sur mon business que je m'en foutais un peu. Je me lève, je vais à la salle de sport, après je reviens, et même à la salle de sport, j'écoute des podcasts sur comment construire un business. Quand je reviens, je suis là, je veux même pas discuter, je suis là et je continue dans le editing, je travaille sur mon site web, à Dubaï, je suis tellement focus, tellement plus focus qu'ici à Madagascar. Ici, tu as des copines, toc toc, allez, on va boire du thé, ça te dit, on sort ce week-end, il y a un barbecue chez tel. Mais à Dubaï, comme j'ai pas vraiment d'amis, et ben, il y a pas ça, il y a pas de distraction, c'était focus. Mais ça, vers la fin, ça a quand même eu des côtés négatifs parce que j'avais besoin de ce côté social. Donc, vers la fin, j'ai quand même un peu profité. Quand tu dis vers la fin, c'est-à-dire vers, la fin de genre avant que je vienne, non, il y a encore okay. Dubaï, mais avant que je revienne à Madagascar, avant que je revienne à Madagascar, j'ai quand même bien, j'allais à la plage, j'avais besoin de pause, quoi. Et là, d'ailleurs, en venant à Madagascar, je me suis recentrée. Franchement, c'est très important de rentrer. Je sais pas pourquoi je suis pas rentrée depuis 3 ans. C'est très important de rentrer quand tu travailles à l'étranger ou que tu étudies à l'étranger pour vraiment redescendre sur terre et te dire que, tiens, il y a quand même cette possibilité-là. Quand t'es dans un autre pays, en fait, tu sais pas où t'en es. Tu sais pas qu'est-ce que tu construis, en fait. À la fin de ton visa, t'as quand même un visa tu dois renouveler ton visa. T'es pas vraiment chez toi. Si tu tombes malade, qui c'est qui va s'occuper de toi? Tu rencontres des gens, mais ils sont expatriés aussi et ils vont partir aussi. Il y a pas vraiment, t'as pas ça. Le côté attache un peu, Mais t'as besoin de ça, et moi j'avais vraiment besoin de ça avant que je revienne. Quand je suis finalement rentrée, c'était un peu bizarre quand même parce que je me sentais pas tant que ça chez moi ici. J'ai même plus de chambre chez ma mère. Mais j'avais quand même besoin de ça, de voir où on en est, de voir où mon pays, comment mon pays a évolué. Bon, c'était pas une très belle surprise parce que je pouvais pas me doucher pendant 3 jours avec la coupeur d'eau. Mais ça m'a quand même ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Pour te dire la vérité, en fait, rentrer ici, ça m'a permis de vouloir revenir pour de bon. Ah ouais, hein? Sérieux, hein? Oui. Parce que la superficialité de Dubaï, en fait, ça m'a tellement dégoûtée que revenir ici avec toute l'authenticité qu'il y a ici, en fait, ça m'a donné ce déclic dans ma tête, comme quoi ça sert à quoi, en fait, de réussir dans un autre pays, surtout dans un pays comme Dubaï, si tu peux pas apporter quelque chose à ton pays, si tu peux pas revenir et puis t'occuper de ta famille, profiter j'ai de petites nièces, je voudrais être avec elles, les voir grandir. Et ça, je peux pas avoir ça à Dubaï. Peut-être que je peux avoir plus d'argent, mais je peux pas avoir ce côté humain. Et est-ce que c'est donc pour ça que tu testes un peu, justement, je sais que tu organises des masterclass et tout ça, justement, c'est un peu pour voir à Mada qu'est-ce que ça pourrait donner si jamais tu revenais à plein temps. Pour de bon. Oui. À la base, je voulais juste revenir et faire des vacances, mais comme j'avais beaucoup de demandes, même avant même d'arriver ici, j'avais déjà des rendez-vous. En fait, j'ai vu la demande surtout par rapport au masterclass, parce que les gens, en fait, peut-être qu'ils se disent, elles nous rapportent des techniques nouvelles. Donc, peut-être qu'elles sont intéressées par ça. Et puis, j'ai commencé à avoir cette passion-là pour l'éducation. Parce que même, en fait, à Dubaï, dans tous les salons où je travaillais, j'étais toujours assignée à enseigner mes techniques à moi, personnelles, à mes collègues. Donc, ma patronne qui me dit, écoute, Prisca, j'aime bien comment tu fais les ongles, j'aimerais que tu enseignes à toutes les filles ici comment on fait. Donc moi, comme je suis très modeste et que je sais que là-bas, j'ai pas cette réputation de Prisca Michel, elle sait enseigner. Je fais vous savez, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais il y a des choses que j'ai apprises qui peuvent peut-être vous aider. Donc j'essaie de faire comme ça, mais vers la fin, à chaque fois, j'ai ce compliment de t'es très pédagogue en fait, merci Prisca. Donc ça m'a un peu donné ce truc-là de et si je switchais de maquillage, de prestation maquillage à l'enseignement. Et justement, l'enseignement avec en vendant des cours en ligne, tu y penses? Tu l'as déjà fait peut-être? Je sais pas. Alors je l'ai lancé, mais là malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de le finir. Je suis déjà en train d'y travailler.
j'ai déjà des demandes, mais il faut encore que je peaufine quelques trucs, et puis normalement ça devrait le faire. Et justement, c'est ça mon objectif, ce serait à l'international d'enseigner les maquilleuses à se perfectionner dans leur domaine, et à enseigner aussi surtout par rapport à la création de contenu, quel matériel acheter, comment faire le lighting, parce que c'est vraiment différent quand tu fais de la photo de beauté par exemple, ou des vidéos de beauté, et des vidéos cinématiques de podcast par exemple. Ce genre de choses, je voulais vraiment me focus sur ça. Et mon objectif là aujourd'hui, ce serait de pouvoir vivre à Madagascar, près de ma famille adorée, et de pouvoir quand même avoir l'argent de Dubaï via les cours sous format digital. Okay. En fait, au final, l'aventure de Dubaï, la meilleure décision que t'as prise, ça aurait pas été les cours d'ITP. Parce que l'anglais, en vrai, si t'as pas l'anglais aussi à Dubaï, c'est chaud quand même, hein, je pense. Hein. Alors, l'ITP... Bon, ne me jugez pas par rapport à ça, hein, mais l'ITP, je l'ai fait pendant 4 semaines, un mois, et je l'ai arrêté. Mais sachant que quand j'ai commencé à aller à l'ITP, en fait, j'étais déjà en advanced level. Donc, mon niveau était déjà élevé. Je suis restée là très peu de temps et puis je suis partie. Mais à l'époque, quand j'ai ouvert mon studio, en fait, il y avait l'ambassade américaine à côté. Et j'avais des visites de vrais Américains qui venaient j'ai commencé à être amie avec ces personnes-là et puis j'ai commencé à pratiquer parce que c'est ça qui manque. Je pense qu'il y a beaucoup de Malgaches qui ont l'anglais, qui parlent anglais, mais qui ne pratiquent pas et du coup qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler. Mais une fois que tu parles l'anglais, c'est plus facile que le français. Carrément, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. Écoute, on arrive sur la fin de notre discussion. Peut-être pour finir, je vais te demander déjà, qu'est-ce qu'on pouvait te souhaiter déjà, à part le côté business, à part le côté être à Mada avec la famille et avoir les sources de revenus un peu comme quand tu étais à Dubaï. D'ailleurs, tu vas retourner là-bas là du coup ? Là, du coup, le 2 janvier, je retourne là-bas. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir cette émission avant que je te demande de passer un mot de la fin peut-être aux auditeurs ? D'accord. Alors, je pense que je dirai ça et je redirai ça toujours dans le futur. Surtout pour les personnes qui sont à l'étranger, qui étudient à l'étranger, essayez de revenir. Parce que peut-être que même si vous construisez une vie à l'étranger, si vous mariez quelqu'un à l'étranger, c'est différent. Mais si vous êtes là-bas pour les études, pour travailler, essayez de revenir et d'apporter quelque chose à notre pays parce que j'ai l'impression que il manque beaucoup à notre pays, mais on est capable d'apporter ces choses-là qu'on a apprises à l'étranger, à notre pays. Et je pense que dans chaque domaine, en fait, on a besoin de ça. Moi, par exemple, dans le maquillage, je peux apporter, le peu que je peux apporter, c'est mes compétences de maquillage que j'ai acquéries à l'étranger. Et vous pouvez faire aussi. Et peut-être petit à petit, on peut améliorer les choses parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Et il n'y a pas assez de jeunes, en fait, qui sont partis à l'étranger, qui reviennent. À bon entendeur, comme on dit. Écoute, merci pour ce partage très enrichissant, franchement. Pardon. Je sais pas quand est-ce que tu prévois vraiment de revenir à Mada, c'est pour 2025 ou 26 ou après. Mais en tout cas, je veux te souhaiter beaucoup de succès dans ce que tu entreprends et la santé également. Merci beaucoup. C'était un très bon podcast. Je pense que tu as quelqu'un aussi qui a beaucoup à offrir. Je vois dans tes questions que tu es quelqu'un de très intelligent. Donc, c'était un très grand plaisir d'être ici en tant que guest. Merci. Merci.